Zola était un solide gaillard. La vie tout en mouvement qu'il menait l'avait superbement bâti. Mais il avait creusé pendant longtemps et était très fatigué. Aussi, ne s'était-il pas assez méfié de la terre qui était devenue de plus en plus friable et au bout de quelques mètres, s'était dérobé sous lui. Une chute d'une quinzaine de pas qui l'avait complètement sonné. Après un long moment, il avait plus ou moins retrouvé ses esprits et avait tenté de se relever. Mais, encore à moitié étourdi, il avait titubé, buté contre une paroi, s'était à nouveau écroulé et avait encore une fois perdu connaissance. Il se réveilla une seconde fois, la tête en feu. Ses yeux ne rencontraient que du noir. Une violente douleur à l'épaule lui arracha un gémissement et l'étourdit un bref instant. Elle avait dû recevoir tout son poids lors de la chute. Il tenta de la bouger tout doucement et conclut que ce n'était qu'une entorse. Réfléchissant un instant, il entreprit de fouiller dans son sac, qu'il avait eu la bonne idée de garder accroché à son épaule. Après avoir trouvé une torche ainsi que les brindilles servant à l'allumer, il se fit un peu de lumière. Il était dans une sorte de galerie souterraine qui descendait de chaque côté de la sorte de petite plateforme où il avait atterri. Le plafond était si haut qu'il était à peine visible. Il avait eu de la chance. En tombant plus mal, il aurait pu se briser le cou. Il jeta un coup d'œil de part et d'autre, puis, au hasard, se dirigea sur sa droite. Sa progression était prudente. Il n'avait aucune envie d'une seconde chute. La torche ne lui permettait pas de voir à plus de 3 ou 4 pas devant lui. Il se rapprocha de la paroi pour y prendre appui. Elle était rocheuse. Le sol aussi était rocheux, sous une très fine couche de terre. Le plafond aussi devait l'être, en tout cas sur la plus grande partie. La pente du tunnel s'accentua brusquement. Il n'était plus maintenant qu'une sorte de boyau évoluant en spirale et de plus en plus étroit. Les parois étaient maintenant complètement rocheuses et humides. Le plafond s'était rapproché et Zola pouvait le toucher en levant la main. Il voulut changer la torche de main et perdit un instant sa concentration. Ce fut suffisant pour qu'il perde l'équilibre et il ne réussit pas à se rétablir. La torche s'envola alors qu'il tentait désespérément de s'agripper à quelque chose qui n'existait pas. Il entama une descente sur le dos, son sac sous lui le faisant souffrir à chaque secousse. Il réussit à se redresser sur les fesses avant d'être projeté contre une paroi, puis l'autre. Il avait l'impression que la surface sur laquelle il glissait était de plus en plus humide. Il dépassa la torche qui s'était arrêtée dans un relief du tunnel. Dans le noir total, il se demandait où il allait aboutir à une pareille vitesse lorsque celle-ci se mit à se réduire. La pente déclinait. Une lueur apparut devant lui, un peu plus haut que sa tête. Il comprit que le tunnel remontait et s'apprêta à profiter de la baisse de la vitesse pour se rétablir. Mais il n'en eut pas le temps. La roche se déroba sous lui. Il se retrouva à moitié en suspension, avec le soleil qui lui éblouissait les yeux. Il eut un réflexe de survie qui lui fit s'accrocher avec l'énergie du désespoir au rebord du tunnel, qui finissait son parcours dans la falaise à que 200 pas sous le palais. Son épaule endolorie lui faisait souffrir le martyre, mais le jeune homme s'efforça de supporter la douleur. Il n'avait pas le choix. Il regarda sous lui et vit, quelques 300 pas plus bas, le haut des arbres qui recouvraient la plaine à perte de vue. Il sentit une bouffée de colère monter en lui. Pourquoi avoir choisi le côté droit ? Non seulement il avait perdu du temps, mais en plus, il avait failli y laisser la vie. Il se calma en se disant que de toute façon, s'il n'était pas venu de ce côté, il se serait toujours demandé ce qu'il y avait. Au moins maintenant, il savait. Il ne se sentait pas la force de redescendre ou d'escalader la falaise abrupte à laquelle il était suspendu. Et par ailleurs, il n'avait pas atteint son objectif, donc pas question d'abandonner. Il se hissa dans l'orifice et se laissa glisser vers le bas du tremplin que formait le tunnel à son extrémité. Le soleil était très haut dans le ciel. Combien de temps était-il resté sans connaissance ? À en croire le creux qu'il sentait dans son estomac, très longtemps. Il remarqua que l'endroit où il était assis était passablement humide, comme si la roche transpirait. Il se mit à 4 pattes et commença à remonter le tunnel en espérant retrouver la torche au passage. En
On aurait pu entendre voler une mouche. Tout le monde était présent dans la grande salle du palais. Le roi, la reine, la princesse, ainsi que tous les conseillers. Il était évident que le souverain n'était pas dans son bon jour. Ce dernier se leva et enveloppa l'audience d'un regard chargé d'éclairs. Vous devez tous vous demander pourquoi une telle urgence à vous réunir. Enfin, pas tous. Il y en a bien un ici qui en connaît la raison. Il arrêta son regard sur le premier conseiller et tous l'imitèrent. Gao garda les yeux rivés sur ceux du roi. Ce dernier lui fit signe de se placer devant lui au centre de la salle. Il s'exécuta sans aucune réticence. J'ai découvert ce matin qu'il se passe des événements dans mon palais, des événements dont je ne suis même pas informé, dans mon propre palais. Il marqua une pause, comme pour laisser à ses paroles le temps d'atteindre tout le monde. Puis il reprit, plus calmement. Quelqu'un parmi vous a cru bon de prendre certaines initiatives à mon insu, en mon absence, tout simplement parce qu'il a ses convictions propres. Il a cru bon de passer outre mes certitudes. C'est de la trahison. Un murmure d'interrogation parcourut la salle. Que reprochait donc le roi à Gao? Quant à ce dernier, il ne se faisait évidemment aucun souci à son propre sujet. Il savait ce qu'il attendait dès le moment où le roi avait parlé de trahison. Il pensait plutôt à son fils. Dans sa colère, en effet, le roi avait fait obstruer le passage après qu'on lui ait affirmé qu'il aboutissait dans le vide. Ce qui confirmait qu'il y avait bien une grotte sous le palais dans laquelle Zola devait être prisonnier. Le roi avait déclaré qu'il trouverait bien une sortie, ou alors ce serait la sanction de Dieu pour sa participation à cette trahison. Le premier conseiller espérait fortement que Dieu ne s'en mêle pas. Du moins, pas dans cette optique. Après tout, si la sphère que Zola recherchait était bien là, il devait bien y avoir un chemin par lequel elle était arrivée. Penser ainsi lui permettait d'espérer que son fils réussirait à s'en sortir et à sauver le royaume. Mais de quoi au juste? Bien sûr, Kana avait un projet en tête, mais personne ne savait de quoi il s'agissait. Ni lui, ni Zola, ni la princesse. Ah, si seulement il pouvait se rappeler à quoi servaient ces sphères une fois réunies. Il y avait bien une légende, une très très vieille légende. Gao était rassuré d'avoir réussi à écarter les soupçons de la princesse. La pauvre, elle n'avait pas réussi à cacher l'évidence pendant très longtemps. Mais elle avait fait ce qu'elle avait pu. Il était intervenu à temps et avait tout endossé. Au moins, y aurait-il encore au palais quelqu'un qui garderait un œil critique sur le prince étranger. Et n'assumera plus les fonctions qui étaient les siennes jusqu'à ce jour en attendant une sanction définitive. La fin du discours du roi le tira de ses réflexions. Celui-ci avait les yeux posés sur lui. Nous procéderons prochainement à la nomination de ton successeur, Gao. À partir de cet instant, tu es un citoyen ordinaire de ce royaume. Tu n'as somme toute plus aucune raison d'être présent dans cette salle. L'ancien premier conseiller leva les yeux et les posa sur son souverain. Il n'était visiblement pas lui-même. Son regard se porta ensuite sur la princesse, qui se tenait exactement comme il le lui avait conseillé, digne et ne laissant paraître aucune émotion. Quant à la reine, elle avait son attitude habituelle, comme si elle n'était qu'une simple spectatrice. Mais il lui sembla tout de même déceler dans ses yeux une trace d'incrédulité. Les conseillers paraissaient sous le choc, ne comprenant comment leur souverain avait pu en arriver là, ne voulant écouter personne. Mokosi semblait le plus affecté. Il n'osa pas affronter le regard de Gao. Ce dernier ramena son regard sur le souverain. « Ce que j'ai fait, Majesté, je l'ai fait pour le bien du royaume. Le temps me donnera raison. » Puis il sortit, tête haute, sous le regard indifférent du roi et médusé des conseillers. Qui, en effet, aurait pu imaginer qu'un jour, le roi renierait ainsi un homme qui lui avait été entièrement dévoué depuis des décennies, et sans lui donner vraiment l'occasion de s'expliquer?
Il y avait foule à la sortie du palais. Tout le monde était informé de la réunion anticipée du conseil, et beaucoup avaient évidemment voulu être aux premières loges pour savoir de quoi il retournait. À l'apparition de Gao, il y eut un long murmure, puis le silence se fit. L'ancien premier conseiller n'éprouva aucune nécessité de dire quoi que ce soit. À quoi bon? La foule comprendrait-elle? Il laissa son regard errer sur elle, puis s'en alla en se frayant un passage. Il marcha sans s'arrêter, sous le regard et les interrogations des gens autour de lui. Ces gens qui, depuis que Kana était arrivé à Luemo, ne pensaient plus qu'à danser et à boire. Ajoutez à cela la croyance en certains pouvoirs dont le prince étranger serait doté, on pouvait reconnaître que ce dernier avait réussi sa manœuvre. D'autant que les esprits lui avaient permis de faire une tournée dans le royaume, à lui et pas au roi. Décidément, Kana faisait vraiment tout ce qu'il voulait. Zola était revenu à son point de départ. Il se demandait toujours depuis combien de temps il était tombé dans ce boyau. Mais son estomac, qui réclamait de plus en plus un petit ravitaillement, et la sensation de dessèchement dans la gorge le firent penser que cela devait faire au moins une journée. Pendant sa remontée, la torche, qui luisait encore dans le noir, lui était revenue en main. Fatigué et souffrant de son épaule meurtrie, il s'engagea dans le sombre conduit, ignorant tout de l'événement qui se déroulait au même moment au-dessus de sa tête. La première partie de ce côté du tunnel présentait les mêmes caractéristiques que le précédent. La leçon lui en servit, le jeune homme redoubla de vigilance lorsqu'il sentit le sol devenir plus humide. Cette fois, il lui sembla descendre bien plus bas encore, jusqu'à entendre un léger écoulement d'eau. Cela l'incita à encore plus de prudence. Tomber dans une eau dont il ne savait ce qu'elle cachait ne lui disait rien qui vaille. La pente cessa brusquement et il se redressa. La lueur de la torche révéla soudain un petit bassin qui devait bien faire une dizaine de pas de diamètre. Il s'en approcha le plus possible. Dans le fond, à moins de 4 pas, il vit d'où provenait le bruit d'écoulement. De petits jets d'eau jaillissaient de la paroi rocheuse. Une source. Sans plus réfléchir, il laissa tomber sa torche et se pencha sur l'eau pour se désaltérer. Il ne s'arrêta de boire que lorsqu'il se rendit compte qu'il faisait de plus en plus sombre. Il ramassa alors la torche avant qu'elle ne s'éteigne. L'eau fraîche lui avait fait beaucoup de bien. Il s'assit au bord du bassin, profitant de l'éclat rétabli de la torche pour mieux observer le lieu dans lequel il se trouvait. La présence de la source signifiait qu'il était descendu vraiment très bas. Peut-être était-il au niveau le plus bas de la gorge de Dieu. Le tunnel se terminait en une cavité sphérique dont le fond était rempli d'eau. Elle semblait avoir été réalisée avec un énorme racloir dentelé, si bien que la lumière faisait d'intrigants jeux d'ombre avec les stries qui ornaient la paroi. Mais aucun endroit ne le faisait penser à un emplacement éventuel pour ceux qu'il était venu chercher. Dépité, il se prit le visage dans la main qui lui restait de libre. Avait-il fait tout ça pour rien? Et si jamais les indications que lui avait données Wazaba à l'article de la mort étaient erronées? Pour la première fois, un immense doute l'envahit. Lui qui avait tant d'espoir et sur lequel son père comptait tellement pour enrayer le danger qui planait sur le royaume. Il rouvrit les yeux et ressentit en même temps la plus grande joie et la plus grande crainte de sa vie. À moins de 3 pas de lui, posé au fond de la cavité, immergé dans moins de 3 coudées d'eau, une splendide sphère noire trônait dans un halo de lumière. Ce soir-là, Gao, assis dans son salon, pensait à la triste journée qu'il venait de vivre. Son châtiment ne s'arrêterait pas là, il le savait. À la nomination de son remplaçant, son sort serait définitivement débattu et le roi ordonnerait sans aucun doute son bannissement. Qu'aurait donc pensé son père, son grand-père et son arrière-grand-père, démis de ses fonctions de premier conseiller, alors que depuis plusieurs générations, cet honneur revenait à la famille? Il serait le responsable de cette rupture.
Il en avait beaucoup de chagrin. Aucun de ses fils ne lui succéderait jamais. Pourtant, le plus âgé avait démontré ces derniers temps qu'il était capable d'assumer de telles fonctions. Que devenait-il ? Cela faisait près de 2 jours qu'il était parti à la recherche de la fameuse sphère. Et si tout cela n'était que le fruit du délire du vieux sorcier dans son agonie ? Et si tout cela n'existait pas ? Malgré un vague souvenir d'une vieille légende qui semblait lui revenir de temps en temps. Il ferma les yeux. Seul Zola pouvait maintenant sauver la situation, et le sauver lui aussi par la même occasion. Mais peut-être serait-il déjà trop tard pour lui. Qu'il sauve au moins le royaume, c'était le plus important. Le vieil homme ne pouvait bien entendu pas se résigner à croire ou même imaginer que son fils puisse échouer. Il réussirait, il en était persuadé. Il ramena brusquement ses pensées à la salle du conseil et à ce regard de Mokosi. Il avait eu la nette impression, malgré son attitude fuyante, que ce dernier avait voulu lui faire comprendre quelque chose. Depuis la mort tragique de Mongo, Gao avait entretenu le sentiment que Mokosi n'avait pas dit la vérité sur ce qui s'était passé ce jour-là. Mais faute d'évidence, il avait préféré ne pas le faire remarquer. Son attitude du jour renforçait ses soupçons sur lui. Il se devait d'aller le voir et lui demander des explications. Il pourrait certainement l'éclairer sur bien des points. Le plus difficile serait par contre de l'approcher assez discrètement pour ne pas attirer l'attention de Kana et ses hommes. N'étant qu'un allié de circonstance, il ne devait pas avoir une pleine confiance en lui. Après tout, il était de l'Ouémo. Un bruit avait couru à propos d'un messager qui serait arrivé dans la soirée pour annoncer au roi le retour du prince étranger pour le lendemain au soir. Le souverain avait décidé d'organiser une fête en son honneur, une fête où tout le monde serait convié. L'ancien Premier ministre se dit que la confusion qui régnerait à ce moment-là pourrait lui permettre d'arriver à ses fins, peut-être sans trop de difficultés. Il avait raison, mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour exploiter ce que le conseiller de Kiasi lui aurait avoué. Ma fille, ce soir sera un grand soir pour notre royaume, car j'aurai 2 grandes nouvelles à annoncer à notre peuple. Lesquelles, père ? Le roi et sa fille étaient seuls dans la salle du conseil. Ils étaient assis côte à côte à la table généralement occupée par les conseillers. Il l'avait fait appeler pour lui parler de père à fille, avait-il dit. Il était très enthousiaste, mais cela ne rassurait en rien la jeune fille. Ce qui s'était passé le jour précédent lui faisait imaginer le pire. Elle se demandait quelle mauvaise surprise il lui réservait. « Tu sais qu'il nous faut un nouveau premier conseiller. Ce doit être une personne que notre peuple approuvera. Or, en ce moment, qui a une popularité incontestable à travers le royaume si ce n'est Kana ? Je ne... Laisse-moi finir, ma fille, coupa le roi. En outre, tu es en âge d'être prise pour femme. Cela aurait déjà dû se faire, mais peut-être est-ce l'œuvre de Dieu si cela ne s'est pas encore réalisé. Car aujourd'hui, les circonstances sont plus que favorables. Sa voix s'enflammait petit à petit, révélant sa conviction en ce qu'il disait, mais la princesse avait déjà compris où il voulait en venir. Et elle ne put s'empêcher de l'interrompre d'une voix ferme. « Père, je regrette, mais c'est une mauvaise idée de nommer ce prince premier conseiller. Il n'est pas du royaume et cela risque d'être mal compris malgré tout l'engouement actuel de la part de nos sujets. Mais voyons, ma fille, le peuple le considère comme un sauveur et il est adulé. Il n'est pas du royaume, père, et tôt ou tard, le peuple trouvera une raison de le renier. À ce moment-là, c'est à toi qu'il en voudra de l'avoir choisi. Et quant à en faire mon époux, ce serait encore pire, car il accéderait ainsi au trône. Et alors, ce ne serait que justice, après tout le mal qu'il se donne pour rendre les gens heureux. En outre, il a la bénédiction des esprits. Ah oui ? Plus heureux de quoi ? Considères-tu, père, cela comme une bonne œuvre ? Notre peuple ne pense plus qu'à s'amuser, à jouir du bon temps, au point de commencer à s'adonner à la débauche, exactement comme ces royaumes autour de nous et que nous critiquions à cause de cela ? Mais comment peux-tu ne pas t'en rendre compte ? Quel mal y a-t-il à vouloir s'amuser, ma fille ? Et d'abord, qu'est-ce que cela veut dire de parler ainsi ?
Ne serait-ce pas une manière de me dire que tu ne veux pas épouser ce prince ?» La princesse défia son père du regard. « En effet, père, je ne veux pas l'épouser. »« Ah non ? Tu fais preuve de bien peu de reconnaissance à son égard. N'oublie pas qu'il t'a tout de même sauvé d'une mort atroce. Je me demande si ce sort n'aurait pas été meilleur. Insolente, ingrate !» Le roi était hors de lui. Dans son enthousiasme, il n'avait pas imaginé que sa fille puisse s'opposer à ses décisions. Il se leva brusquement et se dirigea vers le trône, sur lequel il s'assit. Le doigt pointé vers elle, il vociféra. « Que tu le veuilles ou non, que cela te plaise ou pas, tu te plieras à ma volonté. Parole de roi que je suis. Maintenant, retourne dans tes quartiers et ne t'avise pas d'en sortir sans mon autorisation. »